Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder le chapitre 2 intitulé Le modèle entité-association. Donc avant d'entamer la lecture de ce chapitre, j'ai jugé utile de vous expliquer un petit peu le processus de modélisation de données. Donc dans ce schéma qu'il faut lire de bas en haut, donc tout processus de modélisation de données commence avec une réalité, un discours ou bien un entretien ou bien une interview. Donc à partir de cette réalité ou de ce discours, on peut extraire ce qu'on appelle un modèle conceptuel. Donc c'est le premier niveau de modélisation de données. Donc il faut comprendre que chacun peut extraire ou percevoir de la réalité son propre modèle conceptuel selon ses besoins ou selon les données pertinentes qu'il veut gérer. Donc deux personnes différentes peuvent voir la réalité différemment selon leur perception et selon leurs besoins. Donc au niveau conceptuel, il existe plein d'outils et de modèles qui permettent de modéliser les données. L'un de ces outils et celui le plus utilisé, c'est le modèle entité-association. Et c'est l'objet d'étude de ce chapitre. Donc, une fois qu'on a modélisé conceptuellement nos données, donc une modélisation conceptuelle, il faut savoir qu'elle est très loin de la machine. Donc, elle est indépendante de toute technologie. Donc, elle est proche de l'humain et de la réalité, mais comme vous pouvez le voir sur le schéma, elle est loin de la machine et de l'implémentation physique des données. Donc, une fois qu'on a modélisé conceptuellement nos données, on passe au niveau supérieur qui est la modélisation logique. Dans ce niveau, l'outil ou le modèle le plus utilisé, c'est le modèle relationnel. Donc, il permet en quelque sorte de faire un intermédiaire entre le niveau conceptuel d'un côté et le niveau physique de l'autre. Donc, le modèle relationnel repose sur la théorie des ensembles et sur un formalisme mathématique basé sur ce qu'on appelle l'algèbre relationnelle. Donc, il essaye un petit peu d'aplatir, si vous voulez, de représenter les données de manière tabulaire. Donc, dans ce modèle logique, on commence à s'approcher un peu plus de la machine. Donc, une fois qu'on a défini notre modèle logique, on peut le traduire en modèle physique, c'est-à-dire au sein d'un système de gestion de base de données, grâce au langage de programmation SQL. Donc, c'est l'outil ou le langage de facto utilisé pour implémenter une base de données physiquement sur une machine. Donc, une fois la base de données implémentée, on peut interagir avec elle en utilisant un système de gestion de base de données. Donc, voilà le cheminement ou une vue globale du processus de modélisation des données. Donc, tout ce cours va s'articuler autour de ce processus. Donc, l'objet d'étude de ce chapitre, c'est le modèle entité-association. Donc, le modèle entité-association est un modèle conceptuel de données. Il permet de représenter graphiquement la perception d'une réalité. Il est connu pour être simple et intuitif. Et il est très efficace pour modéliser des situations plus ou moins complexes. Donc, pour concevoir un modèle entité-association, il faut identifier deux choses: les objets pertinents de la réalité ainsi que leurs propriétés, mais aussi les liens entre ces objets. Avant d'entamer l'étude de comment concevoir un modèle entité-association, il faut se mettre d'accord sur la terminologie utilisée par ce modèle. Donc, dans le modèle entité-association, tout ensemble d'objets partageant des propriétés communes s'appelle une entité. Et tout lien entre deux objets s'appelle une association. Et toute propriété commune à plusieurs objets s'appelle un attribut. Donc, dorénavant, nous allons utiliser ces trois termes lorsqu'on voudra manipuler les concepts du modèle entité-association. Entité, association et attribut.
Donc, une entité, c'est une représentation abstraite de plusieurs objets concrets ou abstraits de la réalité, possédant des informations communes et pertinentes pour les besoins de la modélisation. Donc, pourquoi on dit que c'est une représentation abstraite de plusieurs objets concrets ou abstraits? Donc, on peut représenter des objets concrets de la réalité, comme par exemple une voiture, un étudiant. Donc, c'est des objets concrets ou tangibles, si vous voulez. D'autres objets peuvent être abstraits, comme par exemple un trajet, ou bien une vente, ou bien un itinéraire. Donc, tout ça, c'est abstrait. Mais on peut le représenter sous forme d'entité. Mais il faut faire attention, c'est qu'il ne faut représenter que des entités qui sont pertinentes pour nos besoins. C'est-à-dire que dans une réalité où il existe plein d'entités, il n'y a que certaines d'entre elles qui sont importantes ou pertinentes pour nos besoins. Les autres entités, on n'a pas à les gérer. Donc, la première étape de conception d'une base de données va consister à identifier ces entités pertinentes. Mais il faut faire attention à distinguer les entités des instances d'entités. Donc, pour distinguer des entités des instances d'entités, nous allons voir trois exemples. Le premier exemple nous dit à quelle entité appartiennent les instances d'entités suivantes. Donc, il est clair que Seat Leon, Peugeot 307, Volkswagen Golf et Skoda Octavia, ce sont des instances d'entité de l'entité voiture. Autre exemple, donc là, on a affaire à Retour vers le futur, Scarface, Fight Club et Le silence des agneaux. Donc, il est clair que toutes ces instances d'entité appartiennent à l'entité film. Clint Eastwood, Charlize Theron, Robert De Niro et Al Pacino, c'est des instances d'entités qui appartiennent à l'entité acteur. Donc voilà pour la définition d'une entité. Donc un dernier exemple, Galaxy S8, Sony Z3 Compact, Google Pixel 2 et Condor P6 Pro, c'est des instances d'entité de l'entité smartphone. Ensuite, la deuxième notion du modèle entité-association, c'est les attributs. Donc un attribut, c'est une représentation abstraite de l'ensemble des valeurs que peut prendre une propriété associée à une entité. Donc ce sont en quelque sorte les informations qui caractérisent les entités. Et il est toujours important d'identifier seulement les attributs pertinents. Donc si on prend l'exemple de vous, étudiants, et de la gestion de votre scolarité, donc il est clair que les attributs qui sont pertinents pour la gestion de votre scolarité sont votre matricule, votre nom, votre prénom, votre date de naissance, l'année d'obtention de votre bac, la spécialité de votre bac, dans quel groupe vous étudiez, dans quelle section, etc. Donc tout ça, c'est des propriétés propres à vous ou des attributs qui vous caractérisent, qui sont pertinents pour la gestion de votre scolarité. Par contre, la couleur de vos yeux, votre taille et votre poids, ce sont des propriétés qui vous concernent, mais elles ne sont pas pertinentes pour gérer votre scolarité. L'école n'a pas besoin de connaître votre poids, votre taille ou la couleur de vos yeux pour pouvoir gérer votre scolarité. C'est là où le sens de pertinent se concrétise. Donc, prenons quelques exemples d'attributs d'entité. Donc, quels sont les attributs de l'entité film? Donc, on peut citer par exemple le titre du film, l'année de sortie du film, sa durée, son genre, etc. Quels sont les attributs de l'entité acteur? Donc, un acteur a un nom, un prénom, une date de naissance, une nationalité, etc. Donc, les attributs de l'entité voiture sont sa marque, son modèle, sa finition, son année, sa puissance, son énergie, etc. Les attributs de l'entité smartphone sont sa marque, son modèle, sa mémoire de stockage, sa RAM, est-ce qu'il a un lecteur d'empreintes ou pas, quel est son système d'exploitation, etc. Ensuite, il faut savoir que certains attributs sont plus importants que d'autres. Ces attributs qu'on qualifie plus importants que d'autres, on les appelle les identifiants. Pourquoi? Parce qu'ils permettent d'identifier de manière unique une entité. Donc, on peut définir un identifiant ou dans d'autres références, vous allez trouver le mot clé.
Donc un identifiant d'une entité, c'est un sous-ensemble minimal d'attributs permettant d'identifier de manière unique une instance d'entité. Donc il faut savoir qu'un identifiant doit remplir au maximum les 4 critères suivants. Premier critère, c'est l'unicité, c'est-à-dire que l'identifiant doit désigner une et une seule instance d'entité. Deuxième critère, c'est l'existence, c'est-à-dire que la valeur de l'identifiant doit être connue pour toute instance d'entité. Troisième critère, c'est la constance, c'est-à-dire qu'on ne doit jamais avoir besoin de modifier la valeur de l'identifiant. Quatrième critère que l'identifiant doit remplir, c'est la simplicité, c'est-à-dire que la taille de l'identifiant doit être la plus petite possible. Donc la taille en termes d'attributs qu'il contient, parce que c'est un sous-ensemble d'attributs. Donc prenons l'exemple de l'entité étudiant et essayons de lui trouver un bon identifiant. Donc, sachant que l'entité étudiant possède 5 attributs, nom, prénom, date de naissance, matricule et email. Donc, si on propose comme attribut, plutôt comme identifiant, le sous-ensemble nom et prénom. Tout d'abord, le nom et le prénom, il n'y a aucune garantie qu'ils soient uniques. En ce qui concerne l'existence, chaque étudiant a un nom et un prénom. Donc, ce critère est vérifié. En ce qui concerne la constance, le nom et prénom sont constants. Il est rare, voire impossible d'avoir un étudiant qui change de nom et de prénom durant son cursus. Et enfin, cet identifiant qui contient 2 attributs n'est pas simple. Donc à partir de 2 attributs ou plus, on dit que l'identifiant n'est pas simple. Donc il est simple seulement s'il contient un seul attribut. Donc si on propose maintenant le nom, le prénom et la date de naissance comme identifiant. Donc maintenant, cet identifiant vérifie le premier critère d'unicité, car il est impossible d'avoir 2 étudiants qui ont le même nom, le même prénom et la date de naissance dans le même établissement. Donc en ce qui concerne le critère d'existence, donc on connaît la valeur du nom, du prénom, de la date de naissance de chaque étudiant. Donc ces 3 valeurs existent pour chaque étudiant. En ce qui concerne la constance, c'est vérifié aussi. Le nom, le prénom et la date de naissance ne vont jamais changer. Et enfin, en ce qui concerne la simplicité, donc il est clair que cet identifiant n'est pas simple. Ensuite, si on choisit l'email comme identifiant, est-ce que l'email d'un étudiant est unique? Oui, chaque étudiant a son propre email. Mais est-ce qu'il existe toujours? Non. Certains étudiants peuvent ne pas avoir d'email. Maintenant, est-ce que l'email est constant? Non. Un étudiant peut changer d'email au cours de son cursus. Et enfin, l'identifiant contenant l'attribut email est simple, car c'est un identifiant composé d'un seul attribut. Et quatrième proposition, si on prend le matricule d'un étudiant, donc on sait que le matricule est unique pour chaque étudiant, on connaît le matricule de chaque étudiant, donc il existe pour chaque étudiant, il n'y a pas d'étudiant qui n'a pas de matricule. Le matricule est constant, durant tout le cursus vous allez garder le même matricule, depuis le bac jusqu'à votre fin de cycle. Et enfin, l'identifiant contenant l'attribut matricule est simple car c'est un sous-ensemble contenant un seul élément. Donc pour récapituler un petit peu, on constate que le matricule c'est le meilleur identifiant pour l'entité étudiant car il vérifie le maximum de ces 4 critères. Ensuite, on passe maintenant au concept d'association. Donc une association, c'est une représentation abstraite des liens existants entre les instances de 2 entités, liens où chaque entité joue un rôle déterminé et pertinent pour les besoins de la modélisation. Donc après avoir identifié les entités pertinentes à partir de la réalité ou du discours, il est nécessaire d'identifier les liens entre elles. Ce lien, on l'appelle dans le modèle entité-association, on l'appelle une association. Donc il est souvent décrit par un verbe à l'infinitif, par exemple écrire, jouer, produire, vendre, qui indique qu'il y a une action. Il est nécessaire aussi d'identifier le rôle joué par les entités dans les associations et de déterminer la cardinalité de chacun de ces rôles. Donc nous allons voir ce que c'est que la cardinalité.
Donc avant de voir ça, prenons quelques exemples d'associations. Donc quelle association existe entre les entités livre et auteur? Donc là, l'association, c'est tout simplement le verbe jouer, ou plutôt écrire. Donc un auteur écrit un livre et un livre est écrit par un auteur. Maintenant, quel rôle est joué par l'entité livre dans l'association écrire? Donc c'est simple, un livre est écrit par. Et quel rôle est joué par l'entité auteur dans l'association écrire? Donc un auteur écrit, tout simplement. Maintenant, quelle association existe entre les entités film et acteur? Donc là, c'est l'association jouer. Quel rôle est joué par l'entité acteur dans l'association jouer? Donc là, un acteur joue dans un film. Quel rôle est joué par l'entité film dans l'association jouer? Donc un film est joué par. Donc on passe maintenant au concept de cardinalité. Donc la cardinalité du rôle joué par une entité dans une association est une paire min-max telle que min désigne le nombre minimal de fois où une instance d'entité intervient dans l'association et max désigne le nombre maximal de fois où une instance d'entité intervient dans l'association. Donc pour déterminer la cardinalité, il faut soit la déduire à partir de la perception de la réalité, ou bien on peut aussi la déterminer à partir d'un graphe contenant toutes les relations existantes entre les instances d'entité. Donc nous allons voir un exemple de cette deuxième approche. Donc prenons le graphe suivant qui nous indique qu'il y a deux entités, auteur et livre. Il y a 4 instances d'entité de l'entité auteur et 4 instances d'entité de l'entité livre. Donc chaque trait qui lie une entité, plutôt une instance d'entité auteur à une instance d'entité livre signifie une écriture ou l'action d'écrire. C'est-à-dire tous ces traits-là, c'est l'association écrire. Par exemple, cet auteur-là a écrit ce livre. Ce livre a été écrit par 2 auteurs, celui-là et celui-là. L'auteur Vincent Granet a écrit 2 livres, Aide-mémoire Java et Algorithmique et programmation en Java, etc. Donc, en regardant la partie gauche de ce graphe, c'est-à-dire l'ensemble des instances d'entité de l'entité auteur, on peut déterminer la cardinalité min et max. Il suffit de regarder ici l'instance d'entité qui est reliée avec le moins d'instances d'entité de livre. Donc, regardons le côté gauche, donc on découvre que un auteur peut écrire au minimum un livre, comme cet auteur et cet auteur. Et au maximum, il peut écrire plusieurs livres. Donc c'est vrai que dans cet exemple, c'est au maximum 2, mais vous devez savoir que dans le modèle entité-association, il n'y a pas de 2. Donc soit c'est 0, soit c'est 1, soit c'est plusieurs. Donc on peut dire que la cardinalité du rôle joué par l'entité auteur dans l'association écrire, c'est une cardinalité 1n. Donc au minimum, un auteur peut écrire un livre et au maximum plusieurs livres. Le n signifie plusieurs. Maintenant, si on regarde le côté droit de ce graphe, on découvre que au minimum un livre peut être écrit par un seul auteur et au maximum par plusieurs auteurs. Donc il s'agit également d'une cardinalité 1n pour le rôle joué par l'entité livre dans l'association écrire. Donc un livre est écrit par un ou plusieurs auteurs. Donc prenons un autre exemple de cardinalité. Donc là on nous dit quelle est la cardinalité du rôle joué par les entités client qui est là et l'entité compte dans l'association détenir. Donc tout ça c'est des instances d'entité de l'entité client et tout ça c'est des instances d'entité de l'entité compte. Donc on peut remarquer que pour les clients de cette banque, donc là au minimum un client peut posséder 0 compte, donc c'est le cas pour le client Mosislac, et au maximum un client peut posséder plusieurs comptes, c'est-à-dire la cardinalité du côté gauche, c'est-à-dire la cardinalité de l'entité client dans l'association détenir est 0n. Donc un client peut détenir 0 ou plusieurs comptes.
Par contre, si on s'intéresse à la cardinalité de l'entité jouée par l'entité compte dans l'association détenir, donc on peut observer que cette cardinalité est de 1-1. Donc au minimum, un compte est détenu par un client et au maximum par un client. Donc un compte est détenu par un et un seul client. Voilà. Donc si on résume un petit peu toutes les cardinalités possibles, donc on peut aboutir à ce petit tableau qui nous indique toutes les possibilités ou toutes les combinaisons de cardinalités qu'on peut avoir dans un modèle entité-association. Donc sachant que la valeur min ne peut prendre que les valeurs 0 et 1 et la valeur max peut prendre les valeurs 1 et 1. Donc en combinant toutes ces valeurs, on obtient 4 cardinalités possibles. 0 ou 1, 0 ou plusieurs, 1 et 1 seul, 1 ou plusieurs. Passons maintenant à la représentation graphique d'un modèle entité-association. Donc ça, ce que vous voyez, c'est la représentation graphique d'un modèle entité-association qui nous indique qu'il y a deux entités, livre et auteur, et qu'il y a une association entre ces deux entités. On a aussi le fait qu'un livre possède 4 attributs, ISBN, titre, nombre de pages et domaine. Auteur possède également 4 attributs, ID, nom, prénom et nationalité. Tout ce qui est souligné, c'est un identifiant. Donc l'identifiant de livre, c'est l'attribut ISBN et l'identifiant de auteur, c'est l'attribut ID. Maintenant, en ce qui concerne la cardinalité du rôle joué par l'entité livre dans l'association écrire, donc on peut voir qu'un livre est écrit par un ou plusieurs auteurs et un auteur est écrit un ou plusieurs livres. Donc cette cardinalité, vous la mettez dans les deux extrémités qui relient l'association aux deux entités. Donc, pour récapituler un petit peu, les entités et leurs attributs, on les représente graphiquement avec un rectangle aux angles droits contenant le nom de l'entité et la liste des attributs. Les clés ou les identifiants, ce sont les attributs soulignés. Les associations, on les représente graphiquement avec un rectangle aux angles arrondis contenant le nom de l'association. Et les cardinalités, on les indique à l'extrémité du trait qui lie une entité à une association. Pardon. Prenons maintenant un exemple de construction d'un modèle entité-association. Donc là, on a une réalité ou un discours ou la description d'une situation et on va extraire à partir de cette réalité un modèle entité-association qui la décrit. Donc, le gestionnaire d'un magasin de location de films souhaite stocker dans une base de données des informations relatives aux différents films qu'il possède. Donc, dans cette première partie ou dans ce préambule, donc, on peut déjà se mettre dans la situation qu'on est face à un magasin de location de films. Donc, il faut s'attendre à manipuler toutes les entités qu'il y a dans un magasin de location de films. Le deuxième passage nous indique que chaque film est caractérisé par son titre, son année de sortie et son genre. Donc, cette phrase nous indique qu'il y a une entité qui s'appelle film et qui a 3 attributs, titre, année de sortie et genre, mais ne nous indique pas quel est l'identifiant de cette entité. Donc, là, on a proposé un identifiant composé des attributs titre et année sortie. Pourquoi on n'a pas choisi titre seul? Car il peut y avoir des films qui ont le même titre. Comme par exemple Spider-Man. Il y a un Spider-Man sorti en 2001 et un autre Spider-Man sorti en 1976. Par contre, 2 films qui ont le même titre et la même année de sortie, c'est impossible d'avoir ça. Donc, l'identifiant de l'entité film est composé de titre et année de sortie. Ensuite, en outre, on nous dit que le gestionnaire veut également fournir des informations relatives aux acteurs et aux réalisateurs des différents films disponibles dans son magasin. Donc, quelque part, les acteurs et les réalisateurs deviennent des entités pertinentes pour notre besoin. Donc, on sait qu'on va manipuler les entités acteurs et réalisateurs. Donc, on n'est pas encore leurs attributs. Et dans quelles associations ces deux entités ont un rôle. Dans la suite, on nous dit que chaque acteur est caractérisé par son nom, son prénom, sa date de naissance et sa nationalité. Donc là, ce sont des attributs de l'entité acteur. Et
les réalisateurs possèdent les mêmes propriétés que les acteurs. Donc, dans cette phrase, on nous dit quels sont les attributs de ces deux entités, acteurs et réalisateurs, à savoir le nom, le prénom, la date de naissance et la nationalité. Donc, dans cet exemple, nous n'avons pas choisi un identifiant comme étant une combinaison d'attributs de l'entité. Donc, à la place de cela, on a inséré nous-mêmes un attribut artificiel qui s'appelle ID et qui va jouer le rôle de l'identifiant. Donc, il est possible de proposer votre propre identifiant quand vous n'arrivez pas à trouver une combinaison correcte qui vous donne un bon identifiant. Donc, c'est le même cas pour l'entité réalisateur. Ensuite, en examinant sa vidéothèque, le gestionnaire s'aperçoit que d'une part, plusieurs acteurs peuvent jouer dans un film et qu'un acteur peut jouer dans plusieurs films. Donc, dans cette phrase, on nous indique trois choses. Il existe une association jouée entre film et acteur et on nous indique aussi quelles sont les cardinalités du rôle joué par acteur dans l'association jouée et la cardinalité aussi du rôle joué par l'entité film dans l'association jouée. Donc, on va insérer une association qui s'appelle jouer, qui va relier l'entité acteur et l'entité film. Donc, d'un côté, la cardinalité est égale à 1n. Pourquoi? Parce qu'un acteur peut jouer dans un ou plusieurs films. Donc, c'est dit ici, un acteur peut jouer dans plusieurs films, mais implicitement, on sait qu'un acteur, au minimum, il doit jouer dans un film pour qu'il devienne un acteur, et au maximum dans plusieurs. Et la première partie de cette phrase nous dit que plusieurs acteurs peuvent jouer dans un film, c'est-à-dire cette cardinalité-là, le max de cette cardinalité doit être égal à n. Donc dans un film peuvent jouer plusieurs acteurs au maximum et un acteur au minimum. Donc, il ne peut pas y avoir un film sans acteur. Il faut au moins un acteur pour avoir un film, ou plusieurs. Et dernier passage de cette situation, d'autre part, un réalisateur peut réaliser plusieurs films, mais un film n'est réalisé que par un et un seul réalisateur. Donc, dans cette phrase, on nous indique qu'il y a une association qui s'appelle réaliser, qui relie réalisateur à film. Et on nous indique aussi sa cardinalité, ou ses cardinalités. Donc, on nous dit un réalisateur peut réaliser plusieurs films, c'est-à-dire la cardinalité maximale du côté réalisateur doit être égale à n. Au minimum, un réalisateur, implicitement, il peut réaliser au minimum un film et au maximum plusieurs. Maintenant, du côté de l'entité film avec l'association réalisée, on nous dit ici qu'un film n'est réalisé que par un et un seul réalisateur. C'est-à-dire un film est réalisé au minimum par un réalisateur et au maximum par un réalisateur. Donc il s'agit d'une cardinalité un et un seul. Donc voilà pour la première partie de ce chapitre. Donc je vous dis au revoir et à la prochaine.